Bon, Nicolas Pouvrementi, puisque vous étiez l'homme ciblé par le Premier ministre, qui ne croyait pas vraiment à vos chiffres rappelés par Sonia Mabrouk sur l'immigration, qu'est-ce que vous avez envie de répondre au Premier ministre qui ne fait pas confiance à votre observatoire de l'immigration? Oui, écoutez, j'ai été quelque peu surpris par ce qu'on pourrait appeler la demi-déclaration de François Bayrou au sujet de l'observatoire, parce que je n'ai pas exactement compris. Il n'a pas fini sa phrase. C'est ça, quel était le fond de son reproche, de sa prévention envers nos travaux. Mais finalement, ce qui compte, c'est moins l'observatoire que les faits. Et les faits sur lesquels nous nous appuyons, ils viennent systématiquement de données publiques, l'OCDE, l'INSEE, le ministère de l'Intérieur, Eurostat. Et ces faits, ils dessinent une réalité qui devrait interroger quiconque a à dessiner un budget pour le pays. Et cette réalité, c'est que l'immigration que nous recevons en France est en moyenne beaucoup moins en emploi et beaucoup plus pauvre qu'ailleurs en Europe. Et ça a évidemment des implications de toute nature. Sonia Mabrouk rappelait à juste titre dans l'entretien que le plus faible taux d'emploi des immigrés et des descendants d'immigrés en France sur 2 générations implique un manque à gagner pour l'économie de l'ordre de 3,4% du PIB, ça fait 100 milliards d'euros par an, et un manque à gagner de recettes budgétaires, parce que c'est le sujet du moment, qui est compris entre 40 et 45 milliards d'euros. Alors, une part de ce coût ne se résout pas par une baguette magique ou par une simple déclaration de volonté, c'est un coût structurel, mais d'abord, rien n'empêche de commencer à traiter ce coût structurel, et rien n'empêche aussi de faire des économies rapides là où elles sont possibles. Et qu'est-ce que ça dit selon vous de ce Premier ministre? Au lieu de répondre sur le fond avec vos chiffres, qui sont des chiffres d'Eurostat, des chiffres du ministère de l'Intérieur, de plutôt attaquer votre organisme, vos études, vos données, plutôt que de répondre sur le fond? Alors que c'était le même qui nous parlait de sentiment de submersion. Bien sûr, je dirais qu'il y a sans doute 2 formes de gêne chez François Bayrou. Une gêne d'ordre politique liée à des rapports de force au Parlement qui m'échappent et qui ne sont pas de mon ressort. Et une autre gêne qui a sans doute à voir avec le fait que François Bayrou fait partie d'une classe politique qui a géré la question de l'immigration pendant des décennies et qui est en partie comptable du bilan globalement négatif de l'immigration en France. Là-dessus, il n'a pas voulu répondre sur son bilan non plus. Question encore une fois de Sonia. Et notamment, François Bayrou est un grand Européen, du bilan spécialement négatif de l'immigration en France par rapport à nos voisins européens. Vous voyez, on a le taux d'emploi des étrangers extra-européens en France qui est parmi les plus faibles de toute l'Union européenne. On a à peine la moitié des étrangers extra-européens en âge de travailler qui occupent vraiment un emploi, 56%, c'est 14 points de moins que les Français. On a un taux de pauvreté des étrangers extra-européens qui est à quasiment 50%, 4 fois le taux de pauvreté des Français. Et tout ça a évidemment des implications en série, des implications financières, des implications économiques, mais aussi des implications dans la vie quotidienne du pays. Bon, elle a sorti la sulfateuse contre François Bayrou cet après-midi, c'est Marine Le Pen. Je pensais qu'on parlait de Sonia. Ah non, qui a été excellente. Sonia, elle a posé des questions. Ah bien sûr, mais qui a été excellente parce qu'elle s'est démarquée au milieu de tous les autres journalistes qui avaient l'air quand même assez apathiques face à François Bayrou. Et François Bayrou, il faut dire les choses. Enfin, on avait l'impression, excusez-moi, d'un lent naufrage, quoi. C'est-à-dire que c'est cette espèce de testament qu'il est en train de nous faire en parlant tous les jours, avec des interviews en permanence, des conférences de presse, la CFDT, le MEDEF, etc. C'est devenu un chemin de croix. Ces 15 jours qui vont l'emmener jusqu'au 8 septembre où il devra démissionner puisqu'il n'aura pas le vote de confiance. Enfin, ça partait dans tous les sens. On comprenait, il terminait pas ses phrases quand il vous met en cause. On l'interroge sur son bilan. Il dit « je vais répondre à la question précédente ». Enfin, c'est vraiment un peu crépusculaire comme fin de règne. Et puis alors je vais vous parler d'Emmanuel Macron dans un instant. Alors là on a touché le summum, oui. Exactement. Là on atteint la grâce. Chef-d'œuvre. C'est-à-dire que le président ne répond pas à la fille de Boualem Sansal, mais a le temps de faire une vidéo pour des joueurs de cartes Yu-Gi-Oh, qui était ma génération là dans les cours de récré. On s'échangeait les cartes Yu-Gi-Oh. Ça, il a le temps. Il leur dit même, je suis désolé, je peux pas venir parce que je suis avec le chancelier allemand dans le sud de la France. Ça s'appelle avoir le sens des priorités. On est chez les fous. On est chez les fous. Mais d'abord, Marine Le Pen a donc sorti la sulfateuse aujourd'hui contre François Bayrou. Elle a tenu un bureau de pré-campagne quasiment avec Jordan Bardella et elle lui a répondu précisément sur la question de l'immigration. Pour des raisons idéologiques, M. Bayrou et son gouvernement se refusent en toutes circonstances à demander le moindre effort sur ce budget de l'immigration. Il demande des efforts à tout le monde, mais pas sur le sujet de l'immigration. C'est évidemment inadmissible en ce qui nous concerne, et ça, nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Je lui ai encore rappelé dans la lettre que je lui ai envoyée qu'il n'a pas reçu, ou plutôt qu'il a reçu, mais tard, et enfin je sais pas, donc il n'en a pas pris connaissance, fin juillet, et auquel il n'a pas cru bon de me répondre.
Alors ça, on en parlera aussi dans un instant, quand il nous a dit j'étais le seul qui était là, vous étiez tous en vacances, tous en vacances à vous faire bronzer, pendant que moi, j'étais à Matignon Et Monsieur Faure qui a été obligé de lui répondre qu'il est rentré au bout de 10 jours en Seine-et-Marne, enfin lunaire. On a la classe politique qu'on mérite. Il nous a parlé de Jérôme Guedj qui lui aurait passé un coup de téléphone pour dire je pars à l'étranger en vacances. Enfin, tout ça est très étonnant. Bon, Jean-Claude, comment expliquer qu'il n'y ait pas un mot sur l'immigration dans le budget présenté par François Bayrou, qu'il ne réponde pas vraiment à la question de Sonia. Par exemple, il était ce soir dans un 20h, Bruno Retailleau, il propose depuis des années une réforme de l'aide médicale d'État. Bon, c'est 1 milliard, c'est pas ça évidemment qui va éponger la dette. Mais il n'y a même pas de l'ordre du symbole une mesure concernant l'immigration. J'ai une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, elle m'appartient. Allez-y. Mais je pense que le Premier ministre, M. Bayrou, n'a pas dit hier soir tout à fait ce qu'il pensait des ravages de l'immigration. Je pense qu'il a préparé ce texte-là et celui de la veille avec évidemment le président de la République. Et je suis convaincu... Ah ouais, vous pensez qu'ils sont encore en coordination ? Moi, je pense pas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je suis absolument convaincu que le discours qu'a tenu le Premier ministre, qui change rien d'ailleurs sur le fond, parce que les arguments que tu as donnés sont parfaitement inattaquables. Mais je pense que c'est le discours du président de la République. C'est pas un hasard si le président ne dit rien sur l'immigration depuis des mois et des mois. Et il a dit à son Premier ministre, mais c'est pas très grave, il a dit à son Premier ministre, écoute, allons-y, oui, tu as raison. En fait, il savait qu'il allait se planter, mais c'est pas grave. Mais sur l'immigration, sois raisonnable, parce que franchement, c'est pas le problème. Bon. On a un Premier ministre... vous m'avez demandé une explication, oui. Je vous l'ai donnée. Ben voilà, je ne la partage pas. Elle vaut ce qu'elle vaut. Et ben je vais vous donner la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut aussi. Mais on a quand même un Premier ministre qui a fait le choix de s'autonomer, qui a poussé une gueulante dans les couloirs de l'Élysée pour forcer Emmanuel Macron à le nommer, en disant sinon je retire mes députés modem. On a un Premier ministre qui s'invite à Brégançon pour lui dire je vous demande de convoquer les députés L8 parce que je me tire. Donc remettant l'étau autour de l'Élysée, moi je pense qu'il n'y a plus une conversation stable entre Emmanuel Macron et François Bayrou. François Bayrou, pourquoi Karima lui-même ne veut pas parler d'immigration? Pourquoi c'est encore le sujet tabou? Et au lieu de parler sur le fond, on attaque l'observatoire. En fait, le problème, c'est... C'est pas le message, c'est le message. Oui, c'est ça. Le problème, c'est le thermomètre. C'est pas la température. C'est la technique toujours de faire diversion. Et en fait, c'est un peu ça. Aussi, je dirais, c'est la politique de la fuite en avant. Il y a personne qui... Vous dites que c'est un sujet tabou. Non, c'est pas un sujet tabou pour ceux qui nous gouvernent. Oui, pour l'ensemble de la population. Je pense que les Français sont extrêmement... Pour Éric Tegner, c'est pas un sujet tabou. Ça, je vous le confirme. On l'avait remarqué. Pour Yohann Usaï non plus. Et pour les gens qui nous écoutent, pour les Français, c'est pas un sujet tabou. Ils veulent en faire, la classe politique veut en faire un sujet tabou. Pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas prendre, si vous voulez, risquer l'odieux de faire un geste radical, un geste fort qui va changer les choses. Vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a Donald Trump, son administration qui a décidé de faire des choses. Ça fait des mécontents, mais il fait des choses. Donc, c'est la politique de la fuite en avant. Nicolas, vous vouliez rajouter un mot? Oui, tout à fait. Vous évoquiez à l'instant, Gauthier, la question de l'aide médicale d'État. On en parle beaucoup, mais à juste titre. Ça fait partie très clairement de ces réformes de court terme sur lesquelles il est possible de faire des économies en matière d'immigration. On peut citer l'AME, notamment parce que le Premier ministre dit à Sonia Mabrouk, si vous m'apportez des éléments sur lesquels des étrangers sont mieux traités que des Français, vous me le dites et je m'en occupe. Bien sûr. Il se trouve que l'AME, c'est exactement ça. Les soins dentaires, c'est un très bon sujet parce que c'est pris en charge par l'AME quand vous êtes un clandestin. Parce que je rappelle que c'est quand vous êtes en situation irrégulière. Quand vous êtes en situation irrégulière. Et il y a plein de Français qui n'ont pas l'argent pour aller chez le dentiste. C'est ça. Et ça pose une question d'équité évidente, là, même pas entre étrangers et Français, mais entre cotisants et non cotisants. C'est-à-dire qu'il faut le redire, les bénéficiaires de l'AME sont en situation irrégulière, ne cotisent pas à l'assurance maladie, et l'ensemble de leurs soins, à de très rares exceptions, les PMA, les cures thermales, sont prises en charge intégralement, sans reste à charge, sans cotisation. Les PMA non, alors à l'exception des PMA et des cures thermales, ça fait partie des très rares exceptions, mais tout le reste, y compris des soins de nature quasi esthétique, à partir de 9 mois d'AME, des opérations de réparation des oreilles décollées peuvent être prises en charge. Par exemple. Alors ça, on en avait parlé sur Europe 1, je crois qu'il y en avait eu 16, quelque chose comme ça, mais ça existe. Mais ça montre la logique du système. Ça existe. Il y a 16 personnes, 16 clandestins qui se sont fait recoller les oreilles avec l'argent des Français. Ça montre la logique du système, et on pourrait multiplier d'autres exemples que l'AME. 16, mais qu'est-ce qu'il y a, mais je vous jure, ça. Non, mais je me souviens très bien parce que ce pays est une farce sur à peu près tous les sujets. C'est-à-dire que vous prenez le bon sens, puis vous le prenez l'inverse du bon sens, et vous avez la France. Sur à peu près tous les sujets. Et je vous redonne la parole dans un instant, Nicolas, mais parce qu'on a vu ce débat l'année dernière sur Europe 1, à l'époque d'On marche sur la tête, et c'était extraordinaire. France Inter, pour nous démentir,
avait fait un espèce de check news en disant oui, ça existe, mais c'est 16 personnes. Mais on n'a jamais dit que c'était 2000 personnes. Oui. Mais qu'il y ait 16 personnes qui se fassent recoller les oreilles grâce à l'aide médicale d'État en étant clandestin, ou l'anogastrique, c'était pareil, c'est très peu de personnes, mais ça existe quand même. Qu'on puisse se faire poser un anogastrique ou se faire recoller les oreilles grâce à l'aide médicale d'État, que ça soit 5, 10 ou 15 personnes, c'est quand même hallucinant, quoi. Nicolas. Mais ça démontre effectivement la logique du système de l'AME. Et il faut le redire, l'AME est une singularité française en Europe. Nulle part ailleurs en Europe, on ne propose une telle prise en charge d'un panier de soins non urgents aussi large, sans reste à charge. La dynamique d'ailleurs des bénéficiaires de l'AME est là pour montrer le caractère attractif, c'est-à-dire que le nombre des bénéficiaires de l'aide médicale d'État a triplé en 20 ans, ce qui atteste d'ailleurs de la dynamique plus globale de l'immigration clandestine. Et dans son dernier rapport sur le sujet, l'Inspection générale des affaires sociales nous apprend qu'un immigré irrégulier sur 4 en France cite les soins parmi les motifs de sa migration. Ça crée un appel d'air. Absolument. Et donc l'AME, et donc l'hébergement inconditionnel, que nous sommes le seul pays d'Europe à avoir inscrit dans notre droit, tout ça contribue à l'attractivité de la France pour un type d'immigration à vocation sanitaire et sociale qui a évidemment des effets budgétaires particulièrement délétères. Éric, vous vouliez rajouter un mot? Oui, l'AME, normalement, Elisabeth Borne, il y a 1 an et demi, avait promis une réforme de ça. Évidemment, oui, c'est vrai. Ça a été complètement mis sous le tapis. Quand elle était première ministre. Oui, c'était dans les négociations avec LR sur la loi immigration. Mais vous savez, sur cette phrase, est-ce que l'immigration est la cause de tous nos maux? Non, l'immigration n'est pas l'unique cause de tous nos maux. En revanche, l'immigration est dans absolument tous les problèmes qu'on a en France. La santé, vous le disiez, on sait que c'est un grand sujet. L'immigration pèse 1,3 milliard avec effectivement l'AME. On a la question des retraites. On en parlait tout à l'heure du minimum vieillesse. Là-dessus, il y a une question sur l'immigration. Évidemment, ils n'en parlent pas. Les aides sociales, le logement. On sait aujourd'hui qu'un immigré algérien sur 2 est dans un logement social. Alors oui, il y a une seule chose sur laquelle, et je pense que ça explique que François Bayrou ne parle pas d'immigration pour ça, il y a une seule chose sur laquelle l'immigration apporte quelque chose au pays, c'est la démographie. Ben oui, parce qu'une Algérienne, c'est 3,6 enfants par femme, contre 1,6 en moyenne en France. C'est-à-dire, c'est la question du grand remplacement. Pour ces élites, ils se disent quoi? Ils se disent, dans le fond, on est prêt à accepter tous ces problèmes, l'insécurité, la santé, etc., parce qu'on sait très bien qu'il y a un problème de vieillissement de nos populations. Et donc, par le grand remplacement, on va amener plus de cotisants. C'est ça l'énorme problème sur lequel ils refusent d'aller. C'est-à-dire que cette question économique liée à l'immigration, c'est évidemment une question identitaire, mais ça, sujet tabou. Alors, l'immigration, on va en reparler à 23h avec un débat. Alors, vous resterez en plateau, Éric, Jean-Claude, d'autres, avec Julien Audoul, député Rassemblement National, et Richard Ramos, député Modem, l'oracle, qui nous avait dit la saison dernière, Bayrou s'en ira sur le budget en disant... Les autres sont des irresponsables. Moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme et personne ne m'a écouté. Ça sera à 23h. Je vous remercie d'être venu vous défendre, Nicolas Pouvremont-Montier, répondre au Premier ministre qui ne croyait pas en votre observatoire. Merci d'avoir répondu sur le fond, contrairement à lui. Et alors,